Après la chute du prince planétaire, Van et ses associés vont préparer le jardin d'Éden pour accueillir sur notre monde les fils élévateurs de race que sont Adam et Ève. La décadence culturelle et l'indigence spirituelle résultant de la chute de Caligastia et de la confusion sociale qui en résulta, eurent peu d'effet sur le statut biologique ou physique des peuples d'Urantia. L'évolution organique se poursuivit à grands pas, tout à fait indépendamment du recul moral et culturel qui suivit si rapidement la dissidence de Caligastia et de Daligastia. Il y a presque 40 000 ans, vint un moment dans l'histoire planétaire où les porteurs de vie en service notent qu'au point de vue purement biologique, le progrès du développement des races d'Urantia approchait de son apogée. Les administrateurs provisoires Melchizedek partagèrent cette opinion et acceptèrent volontiers de se joindre aux porteurs de vie pour demander au Très-Haut d'Edantia de faire inspecter Urantia en vue d'autoriser l'envoi d'élévateurs biologiques, un fils et une fille matérielle. Cette requête fut adressée au Très-Haut d'Edantia parce qu'ils avaient exercé une juridiction directe sur beaucoup d'affaires d'Urantia depuis la chute de Caligastia et la carence temporaire d'autorité sur Jérusalem. Tabamantia, superviseur souverain des séries de mondes décimaux ou expérimentaux, vint inspecter la planète. Après examen du progrès racial, il recommanda dûment que des fils matériels fussent accordés à Urantia. Un peu moins de 100 ans après son inspection, Adam et Ève, un fils et une fille matérielle du système local arrivèrent et commencèrent leurs tâches difficiles. Il leur fallait essayer de débrouiller les affaires confuses d'une planète retardée par la rébellion et mise au ban par isolement spirituel. Sur une planète normale, l'arrivée du fils matériel annonce généralement l'approche d'un grand âge d'invention, de progrès matériel et d'éclairement intellectuel. L'ère post-tadamique est le grand âge scientifique sur la plupart des mondes, mais il n'en fut pas ainsi sur Urantia. Bien que la planète fût peuplée de races physiquement aptes, les tribus languissaient dans des abîmes de sauvagerie et de stagnation morale. 10 000 ans après la rébellion, pratiquement tous les gains de l'administration du prince avaient été annulés. Les races du monde n'étaient guère plus avancées que si ce fils égaré n'était jamais venu sur Urantia. Les traditions de Dalamatia et la culture du prince planétaire ne subsistaient que chez les Nodites et les Amadonites. Les Nodites étaient les descendants des membres rebelles de l'état-major du prince, et tiraient leur nom de leur premier chef, qui avait jadis présidé la commission de l'industrie et du commerce de Dalamatia. Les Amadonites étaient les descendants des Andonites qui avaient choisi de rester loyaux avec Van et Amadon. Amadonite est davantage une dénomination culturelle et religieuse qu'un nom racial. Du point de vue racial, les Amadonites étaient essentiellement les Andonites. Nodite est un nom à la fois culturel et racial, car les Nodites eux-mêmes constituaient la 8e race d'Urantia. Il existait une hostilité traditionnelle entre les Nodites et les Amadonites. Cette inimitié revenait constamment à la surface toutes les fois que les descendants des deux groupes essayaient de se lancer dans une entreprise commune. Même plus tard, dans les affaires d'Éden, il leur fut extrêmement difficile de travailler ensemble en paix. Peu après la destruction de Dalamatia, les partisans de Nod se divisèrent en 3 groupes. Le groupe central resta dans le voisinage immédiat de son foyer originel, près du fond du golfe Persique. Le groupe oriental migra vers les hauts plateaux d'Ilam à l'est de l'Euphrate. Le groupe occidental résida sur le rivage méditerranéen, au nord-est de la Syrie et dans le territoire adjacent. Ces Nodites s'étaient souvent mariés avec les races sanguiques et avaient laissé une progéniture de qualité. Quelques descendants des rebelles dalmatiens rejoignirent ultérieurement Van et ses partisans loyaux dans les terres situées au nord de la Mésopotamie. Là, au voisinage du lac de Van et dans la région au sud de la mer Caspienne, les Nodites se mêlèrent et se mélangèrent aux Amadonites, et furent comptés au nombre des puissants hommes d'autrefois. Avant l'arrivée d'Adam et Ève, ces groupes, les Nodites et les Amadonites étaient les races les plus évoluées et les plus cultivées de la terre. Lac de Van, superbe endroit en Arménie à la frontière turque. Pendant près de 100 ans avant l'inspection de Tabamantia, Van et ses associés, opérant à partir de leur quartier général d'éthique et de culture mondiale situé sur de hautes terres, avaient prêché la venue d'un fils promis de Dieu, un élévateur racial, un instructeur de la vérité, et un successeur digne de confiance au traître Caligastia. La majorité des habitants du monde, en ces jours-là, n'accordaient guère ou pas d'intérêt à ces prédictions, mais ceux qui se trouvaient en contact immédiat avec Van et Amadon prirent cet enseignement au sérieux, et commencèrent à faire des projets pour recevoir effectivement le fils de la promesse. Petite parenthèse. Puisque toute l'humanité descend d'Adam et Ève, pourquoi y a-t-il tant de races ?
Un texte de David Oustin. La Bible nous enseigne qu'il n'y a pas plusieurs races, mais une seule, la race humaine. Pourtant plusieurs communautés d'êtres humains sont radicalement différentes, africains, occidentaux, asiatiques. Comment cela se fait-il? Suite à cet article, je voudrais préciser qu'il est vrai qu'il n'y a qu'une seule race humaine. Cette race humaine s'est divisée en plusieurs races de couleurs. Il y a environ 500 000 ans. Mais cela n'est pas le fait du hasard comme le prétend l'auteur. Adam et Ève sont des élévateurs raciaux de race violette qui arrivent sur notre planète, il y a environ 37 000 ans. Leur rôle est de renforcer biologiquement et spirituellement les races de la Terre par un apport de sang adamique. Mais ils ne sont pas à l'origine de la race humaine. Van raconta à ses plus proches collaborateurs l'histoire des fils matériels sur Jérusalem, en leur disant ce qu'il avait connu d'eux avant de venir sur Urantia. Il savait bien que les fils adamiques vivaient toujours dans des foyers simples et charmants entourés de jardins. 83 ans avant l'arrivée d'Adam et Ève, il proposa à ceux qui l'entouraient de se consacrer à proclamer la venue des fils matériels et à préparer un foyer jardin pour les recevoir. Depuis leur quartier général des Hautes-Terres et depuis 61 établissements très dispersés. Van et Amadon recrutèrent un corps de plus de 3000 travailleurs enthousiastes et de bonne volonté. Ils se réunirent en une assemblée solennelle où ils se dédièrent à la mission de préparer l'arrivée du Fils promis, ou tout au moins attendu. L'emplacement du jardin. Le comité du site fut absent pendant près de 3 ans. Il fit un rapport favorable sur 3 emplacements possibles, le premier était une île du golfe Persique. Le deuxième était un emplacement fluvial qui servit plus tard pour le deuxième jardin. Le troisième était une longue péninsule étroite, presque une île qui faisait saillie vers l'ouest sur la côte orientale de la Méditerranée. Le comité était presque unanime à préférer la troisième solution. Ce site fut choisi, et 2 années furent occupées à transférer le quartier général culturel du monde, y compris l'arbre de vie, sur cette péninsule méditerranéenne. Cette péninsule méditerranéenne jouissait d'un climat salubre et d'une température régulière. La stabilité du temps était due aux montagnes qui l'entouraient et au fait que ce territoire était virtuellement une île dans une mer intérieure. Il pleuvait abondamment sur les hautes terres environnantes, mais rarement sur Éden proprement dit. Par contre, chaque nuit, du réseau très développé de canaux d'irrigation, un brouillard s'élevait pour rafraîchir la végétation du jardin. Le rivage de la péninsule était très surélevé, et l'isthme qui la reliait au continent n'était large que de 43 km à son point le plus étroit. Le grand fleuve qui arrosait le jardin descendait des hautes terres de la péninsule. Il était grossi de 4 affluents, qui prenaient leur source dans les collines côtières de la péninsule édénique. C'étaient les 4 têtes du fleuve qui sortaient d'Éden. Le site pour le jardin était probablement le plus bel endroit de cette sorte dans le monde entier, et le climat y était alors idéal. Nulle part ailleurs, il n'y avait d'emplacement susceptible de se prêter aussi parfaitement à devenir un tel paradis d'expression botanique. L'élite de la civilisation d'Urantia se rassemblait en ce lieu de rencontre. À l'extérieur et au-delà, le monde vivait dans les ténèbres, l'ignorance et la sauvagerie. Éden était l'unique point lumineux d'Urantia. Par nature, il était un rêve de beauté, et il devint bientôt un poème où la gloire des paysages était exquise et perfectionnée. Quand les fils matériels, les élévateurs biologiques, commencent leur séjour sur un monde évolutionnaire, leur demeure est souvent appelée Éden, parce qu'elle est caractérisée par la beauté florale et la splendeur botanique d'Edentia, capitale de la constellation. Van connaissait bien ses coutumes et veilla en conséquence à ce que la péninsule tout entière fût consacrée au jardin. Des projets de pâturage et d'élevage furent établis pour les terres contiguës de la zone continentale. Du règne animal, on ne trouvait dans le parc que des oiseaux et les diverses espèces d'animaux domestiques. Van avait ordonné qu'Éden soit un jardin et seulement un jardin. Jamais il n'y eut d'animaux abattus dans son enceinte. Toute la viande mangée par les ouvriers du jardin pendant les années de sa construction provenait des troupeaux entretenus sous bonne garde sur le continent. La première tâche fut de construire un mur de briques à travers l'isthme de la péninsule. Après son achèvement, on put se mettre sans encombre au vrai travail d'embellissement du paysage et construire des foyers. Un jardin zoologique fut créé en construisant un mur plus petit, juste au-delà du mur principal. L'espace intermédiaire, occupé par toutes sortes d'animaux sauvages, servait de défense supplémentaire contre les attaques hostiles. Le foyer du jardin.
Au centre de la péninsule édénique se trouvait le charmant temple de pierre du Père universel, le sanctuaire sacré du jardin. Le quartier général administratif fut établi vers le nord, et les maisons des ouvriers et de leurs familles furent construites vers le sud. À l'ouest, on réserva les terrains nécessaires aux écoles que l'on se proposait de bâtir pour le système éducatif du Fils attendu, tandis qu'à l'est d'Éden, on construisait les domiciles destinés au Fils de la promesse et à sa descendance en ligne directe. Les plans architecturaux d'Éden prévoyaient des foyers et des terres abondantes pour 1 million d'êtres humains. Au moment de l'arrivée d'Adam, le jardin n'était qu'aux cartes achevées, mais il avait déjà des milliers de kilomètres de rigoles d'irrigation et plus de 20 000 kilomètres de routes et de sentiers pavés. Un peu plus de 5 000 bâtiments en briques s'élevaient dans les divers secteurs, et les arbres et les plantes étaient innombrables. Le nombre des maisons constituant une agglomération dans le parc était limité à un maximum de 7. Bien que les structures du jardin fussent simples, elles étaient fort artistiques. Les routes et les sentiers étaient bien construits, et le dessin des paysages était exquis. Les dispositions sanitaires du jardin étaient très en avance sur tout ce que l'on avait tenté jusqu'alors sur Urantia. L'eau potable d'Éden était maintenue saine par la stricte observation des règlements d'hygiène destinés à conserver sa pureté. À ces époques primitives, la négligence de ces règles entraînait beaucoup d'ennuis, mais Van inculqua peu à peu à ses associés l'importance qu'il y avait à ne rien faire tomber dans les réservoirs d'eau du jardin. Un réseau d'égouts fut établi plus tard, mais, en attendant, les édénistes pratiquèrent l'enfouissement scrupuleux de tous les déchets ou des matières en décomposition. Les Urantiens n'ont pas repris conscience de l'importance de la lutte préventive contre les maladies humaines avant la fin du XIXe siècle, et au XXe siècle de l'ère chrétienne. Bien que le travail d'embellissement ne fût pas tout à fait terminé au moment de l'arrivée d'Adam, l'endroit était déjà un joyau de splendeur botanique. Durant les débuts de son séjour en Éden, l'ensemble du jardin prit une nouvelle forme et assuma de nouvelles proportions de beauté et de grandeur. Ni avant ni après cette époque, Urantia n'a jamais abrité une exposition d'horticulture et d'agriculture aussi superbe et aussi complète. L'arbre de vie. Au centre du temple du jardin, Van planta l'arbre de vie qu'il avait si longtemps gardé, dont les feuilles étaient destinées à la guérison des nations, et dont les fruits l'avaient si longtemps sustenté sur terre. Van savait bien qu'Adam et Ève dépendraient aussi de ce don d'Edentia pour se maintenir en vie une fois qu'ils se seraient matérialisés sur Urantia. Sur les capitales des systèmes, les fils matériels n'ont pas besoin de l'arbre de vie pour subsister. C'est seulement dans leur repersonnalisation planétaire qu'ils dépendent de cet accessoire pour être physiquement immortels. Il est possible que l'arbre de la connaissance du bien et du mal soit une figure de rhétorique, une désignation symbolique couvrant une multitude d'expériences humaines, mais l'arbre de vie n'était pas un mythe. Cette super plante emmagasinait certaines énergies de l'espace, antidote des éléments produisant la sénescence dans l'existence animale. Le fruit de l'arbre de vie agissait comme une batterie d'accumulateurs superchimiques, libérant mystérieusement, lorsqu'on le mangeait, la force prolongatrice de vie de l'univers. Cette forme de sustentation était complètement inutile aux mortels évolutionnaires d'Urantia. Dans la prochaine vidéo, nous allons retracer l'arrivée et la mission d'Adam et Ève sur notre planète.